plutôt en partageant avec vous plutôt des questions auxquelles moi j'ai pas su répondre. Mais finalement, c'est une manière de dire que la journée nous permettra certainement après ça d'apporter des réponses bien plus construites que moi je ne saurais le faire à ce sujet, donc ce serpent de mer, puisque c'est, comme tu l'as dit, un sujet ancien, les compétences transversales. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée à la lecture de ces deux numéros, c'est que énormément d'articles, j'avais fait un petit reportage, une très très grosse majorité, posent au début, en introduction, très systématiquement, la notion de compétence, en fait, on ne sait pas très bien comment la définir, et les compétences transversales non plus. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, les auteurs qui vont ensuite s'exprimer sur le sujet, introduisent leurs propos en disant que, oui, on est quand même dans un certain flou de définition et conceptuelle, mais que, et c'est aussi quelque chose qui est sorti dans pas mal d'articles, puisque tout le monde en parle, puisque tout le monde l'utilise, et on va y aller aussi. Et puis en plus, l'Europe, ce terme de compétence transversale, et ça c'est comme une sorte de garantie de scientificité. Si dans les programmes européens on parle de compétences transversales ou de soft skills, alors forcément ça existe et on peut tous s'en emparer. Or, moi, il me semble qu'on a vraiment des problèmes de définition et que ce sera important de les remettre sur la table et que ce n'est pas parce qu'on utilise le terme anglais qu'on a résolu la question de la définition. Le mot soft skills, finalement, on ne sait pas plus ce que ça veut dire, ce qu'on pense. Donc, essayons d'éviter ce tour de passe-passe qui consisterait à dire que si on veut dire en anglais, tout de suite, on peut avancer sans poser des questions. Le deuxième point, aussi en introduction, c'est que je trouve que pas mal d'articles ont bien posé cette distinction entre transférable et transversal. Dans les écrits, très souvent, ça glisse et on ne sait plus très bien où on est entre l'un et l'autre. On passe un peu de l'un à l'autre et c'est évident que c'est quand même pas tout à fait la même notion et que transversal ne suppose pas forcément transférable et réciproquement. Et je trouve que là aussi, on a besoin de reposer les choses. Alors moi, je voudrais intervenir sur 3 niveaux. Le premier niveau, donc, c'est les questions de définition, je pense que vous l'avez compris. Le deuxième niveau, c'est la question des pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que ça génère, tout ça, en termes de pratiques. Et puis le troisième niveau, c'est quand même une question d'ordre idéologique, parce que je pense que ces orientations ne sont pas neutres et qu'il est important qu'on se ressaisisse de tout ça et qu'on fasse le point aussi sur cette dimension. Et je vous dis, c'est autant des réflexions et pas de réponses, malheureusement, très, très claires par rapport à tout ça. Alors, la question de définition, premier point, premier niveau, je vais partager avec vous de ce qu'on va dire. Pour moi, complètement, je n'ai pas suivi les choses, je ne sais pas, mais pour moi, ce qui a été générateur, ce qui a été puissant, ce qui a été important quand on a commencé à travailler sur la notion de compétence, c'était vraiment cette dimension de contextualisation. Et vraiment, pour moi, c'était fondamental. Il se trouve que, étant beaucoup plus âgé que nous tous dans cette salle, je travaillais sur ces sujets-là dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Ça a été ça, l'illumination. Ça a été ça. C'est pour ça qu'on s'est saisi de ce terme-là. C'est que tout d'un coup, on était bien centré sur l'individu dans son activité, dans son contexte. Et ça a complètement changé. Les pratiques de RH, la manière dont ensuite on a regardé la formation, la manière dont on a finalement regardé le travail, mais le travail tenu par des individus. Et ce déplacement des logiques de poste à des logiques de l'individu au travail, ça a été vraiment pour moi quelque chose de très enrichissant dans la façon dont on a pu ensuite penser des processus de gestion. Alors, évidemment, après ça, dire que c'est dans l'activité que la compétence se développe et que c'est parce que cette activité est située qu'on va pouvoir nommer des choses et qu'on va pouvoir du coup proposer aussi des pratiques de gestion, et quelque chose auquel évidemment je tiens énormément. Et bien sûr qu'ensuite à un moment les choses s'incorporent et que l'individu en activité va incorporer, j'entends, et que la compétence quelquefois s'automatise, il y a tous ces processus qu'on a décrits. Je reprends l'expression de Vygotsky quand il parle de insu, la compétence devient insu, c'est-à-dire qu'effectivement elle est mobilisée pas forcément de manière consciente, mais elle est quand même fabriquée et attachée à un contexte donné. Et donc le cœur même de ce qu'est la compétence pour moi, c'est toujours de se rappeler et de situer
qu'elle est liée à un contexte, qu'elle est liée à voilà, un environnement professionnel, qu'elle se définit là. Et d'ailleurs, ça amène des tas de questions tout à fait intéressantes. C'est que justement, qui définit la compétence? C'est justement par rapport à toutes ces questions de travail prescrit par l'organisation du travail prescrit. Là, on va mettre en débat la question de la performance, et donc ce lien entre compétence et performance. Travail prescrit par les collectifs, parce que les collectifs de travail aussi sont dans le prescrit. J'insiste aussi, parce que moi, cette opposition un peu rapide entre prescrit et réel, quelquefois, je trouve qu'elle est vraiment un peu faible. Il y a du prescrit à des tas de niveaux, voilà. Et il y a aussi des choses évidemment qui sont du prescrit, mais c'est autour de ça qu'on peut parler de compétence, on peut la définir. C'est parce que des collectifs humains, dans des contextes donnés, dans des situations données, vont dire ceci permet de générer de la performance telle que nous l'attendons, telle que nous la définissons. Et c'est autour de cet ensemble qu'on a matière à travailler et qu'on peut du coup réinterroger comment on va développer les compétences, comment on va penser les questions de mobilité, comment on va... Bref, toutes les questions finalement de GRH derrière. Autre point pour moi essentiel dans les premiers travaux sur, les travaux sur la compétence, c'est ce point qu'on a posé très tôt, qui est que la compétence n'est pas une addition de capacité, n'est pas une addition de ressources mises les unes sur les autres, et puis à la fin ça nous ferait une somme qui serait la compétence, mais c'est toujours une combinatoire. Et qui dit combinatoire, dit qu'on est obligé, on est amené à s'interroger sur ce qui fait combinaison. Pourquoi il y a articulation? Pourquoi tout d'un coup, telle capacité à telle autre fabrique justement cette possibilité d'agir en milieu professionnel dans cette situation donnée. Donc voilà, ces éléments-là, alors je pourrais continuer, mais ces éléments-là qui sont vraiment cette idée que la compétence se définit en contexte, se construit en situation, s'incorpore à l'individu de manière plus ou moins consciente, mais en tout cas de manière particulière, spécifique, pour moi, il y a quelque chose qui est très central dans à quoi sert d'utiliser le concept de compétence. Alors, vous imaginez bien que du coup, parler de compétences transversales, pour moi, c'est un oxymore, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être transversal, puisque, au contraire, le cœur de l'affaire, c'est la contextualisation. Alors, vous pourriez me dire, parlons de compétences transversales contextualisées. Oui, on pourrait évidemment s'amuser à dire des choses comme ça, mais quel est l'intérêt? Enfin, de quoi parle-t-on dans ce cas? Alors ensuite, il y a deux autres points que je voulais souligner du côté, sur ce premier niveau de la définition. C'est intitulé, ce concept a pour le coup très utilisé en Europe, de compétences de base, qui souvent est aussi intitulé général, générique, parce que bonjour le vocabulaire, à chaque fois, et donc aussi transversal. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, on ne parle pas tout à fait de la même chose, c'est un sujet, toujours d'un point de vue conceptuel et théorique, peut-être un peu particulier, est-ce qu'il y aurait des ingrédients qui feraient que tant qu'on n'aurait pas ces fameuses compétences de base, lire, écrire, compter, du numérique de base, etc., finalement le reste on ne peut pas l'acquérir. Ça c'est une question que je trouve très intéressante et qui mérite certainement d'être isolée. Mais pourquoi balancer ce mot de transversal sur ce socle, ces compétences de base? Je ne vois pas forcément l'intérêt. D'autant plus que, là je vais peut-être vous choquer, mais pour moi le raisonnement est le même. Lire, bien sûr que c'est une compétence socle, et il faut que nous nous battions tous pour que tout le monde puisse acquérir ces compétences socles, mais en même temps, lire pour un gamin, lire pour un adulte, lire pour quelqu'un qui est à la retraite et d'essayer de consacrer sa vie à ça, la compétence de lecture n'est pas la même. Donc, qu'entend-on quand on dit lire? Voilà, là aussi, il faudrait qu'on précise. Lire, c'est pas du générique, c'est pas du... oui, il y a bien quelque chose qu'on doit acquérir et qui permet ensuite de se développer. Bien sûr, et ça, alors, parlons-en, c'est effectivement une sorte de socle de base sans laquelle le reste n'est pas possible. Mais après ça, vous voyez, à chaque fois, on est quand même amené à se dire, peut-on vraiment utiliser de manière complètement transversale, ou en tout cas parle-t-on de la même chose quand on mobilise ce type de capacité? Et c'est vrai, moi j'ai tendance à parler plutôt de compétences socles, de capacités ou ressources de base. Autre exemple sur les questions
sont de définition, où là je vais essayer de rester soft, skills, c'est tout ce qui est évidemment autour des comportements, tout ce qui est autour des dimensions psychologiques, des dimensions qualité, attitude, voilà. Tout ce qu'on va appeler, ce qu'on a appelé le savoir-être, qu'on appelle aujourd'hui beaucoup souvent, et pas que, les soft skills, qui renvoient donc à des dimensions essentiellement qui qualifient l'individu dans ce qu'il est. Et c'est vrai que là, honnêtement, je suis un peu larguée quand je vois qu'on parle de compétences d'estime de soi, de compétences d'empathie, de compétences. Je ne comprends pas l'intérêt de mettre le mot compétence devant des concepts de la psychologie qui ont été traités pendant des millions de pages par des auteurs qui n'ont pas dit que des trucs débiles. On sait beaucoup de choses sur l'estime de soi, on sait beaucoup de choses, on a beaucoup écrit là-dessus, on a beaucoup mobilisé de travaux en psychologie, ne soyons pas amnésiques. Enfin, pourquoi tout d'un coup on dit c'est une compétence? Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt, je ne vois pas ce qu'on ajoute. Voilà, d'un point de vue conceptuel, théorique, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper des questions d'empathie, d'estime de soi, de confiance en soi. Je ne dis pas que ce n'est pas extrêmement important dans les relations qu'on a avec des gens dont on peut s'occuper pour des raisons X ou Y. Il ne s'agit pas du tout de mettre ça à la poubelle. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on ajoute en parlant de compétences, de confiance en soi, de compétences? Voilà, moi je suis génie intellectuellement, et puis voilà, ce que je disais, que ce soit en psychologie ou que ce soit en psychologie sociale, je crois qu'on a quand même beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est dommage de pas de le faire comme si c'était nouveau, tout ce qu'on peut raconter là-dessus, alors qu'il y a quand même pas mal de travaux scientifiques qui peuvent nous aider à y voir clair. Bon, ça, c'était 3 exemples de mes réflexions sur les questions du niveau des définitions et de l'usage de ce terme de compétences transversales. Ensuite, si j'aborde, je dis si je suis trop longue. Ensuite, si j'aborde plutôt la question des pratiques. Alors, qu'est-ce que ça fabrique finalement, le fait de parler tout le temps de compétences transversales, transférables? Alors je resterai pour le moment sur transversales, puis je reviendrai sur la notion de transférabilité tout à l'heure. Finalement, si on adhère à cette idée qu'il existe des compétences transversales, ça veut dire qu'on peut s'alléger du contexte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe, qui perdure dans l'individu, qui est incorporé par l'individu, complètement au-delà de la situation donnée, et que cette compétence, elle est détenue de manière transversale, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir effectivement se retrouver. Si vous êtes curieux, vous serez curieux partout. Si vous êtes empathique, vous serez empathique partout. Si vous avez le bon niveau d'intelligence émotionnelle, vous l'aurez tout le temps, etc., etc. Et donc, nécessairement, en termes de pratique, pour moi, il y a une recentration sur la personne, il y a une psychologisation très forte du coup des pratiques, et on va s'autoriser, puisque intellectuellement on partagerait cette idée que les compétences transversales existent, on va s'autoriser à finalement se dire c'est là qu'il faut agir, c'est là qu'il faut sélectionner, analyser, donner des outils, créer des questionnaires, créer des grilles. Voilà, donc on va accentuer, j'ai envie de dire, une tendance à la psychologisation des pratiques et des regards à la fois gestionnaires, à la fois de tous les métiers, du conseil, de l'accompagnement. Et moi, je reste bien dans le champ, encore une fois, du travail. Je parle bien de ça. Je ne sors pas du tout ni du travail ni de la grande entreprise, parce que là, évidemment, les réflexions seraient très, très différentes. Et finalement, on va forcément, naturellement, en arriver à une survalorisation des dimensions personnologiques et une sous-estimation des dimensions contextuelles. Ça va avec. C'est l'intérêt, j'ai envie de dire presque, d'utiliser la notion de compétence transversale. Alors, voilà, il y a quand même eu là aussi quelques travaux, on ne va pas réinventer les lois fondamentales de Ross en 1982 qui avaient très bien montré que déjà on a tous tendance à cette surestimation des dimensions personnologiques, sous-estimation du contexte. Alors là, on va à fond là-dedans. Et du coup, moi je trouve que tout ça nous amène finalement
à surestimer les caractéristiques individuelles, à oublier que ces caractéristiques individuelles, elles sont systématiquement ancrées, concerne le travail, ancrées dans les organisations, et donc à sous-estimer tout ce qui relève de l'analyse de l'organisation du travail, des organisations du travail lui-même et de l'activité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on s'en libère. Enfin, c'est comme si on pouvait raisonner, conseiller, évaluer, comprendre, voilà, hors contexte, puisqu'il existerait des compétences qui seraient hors contexte. Et évidemment, je pense que là-dessus, alors je vois bien l'intérêt pour un certain nombre de structures qui produisent, qui vendent, qui utilisent et qui développent des outils de ce type-là, grilles, questionnaires, etc., etc. Enfin, bon, au-delà du côté business, on peut quand même s'interroger sur l'intérêt réel de ce type de pratique, d'autant plus que voilà, c'est aussi un serpent de mer, même si on voit réapparaître très régulièrement dans le monde des outils psy, voilà, des nouveaux concepts qui permettent de refaire des nouveaux outils, soi-disant nouveaux, et qui donc aussi, moi j'ai une petite méfiance par rapport à ce côté-là. Alors là, en plus, on a tout le discours sur le digital qui vient nous expliquer que tout est différent et qu'on va fabriquer des choses qui n'ont rien à voir avec avant et qu'on en a besoin parce qu'on a découvert ces fameuses compétences transversales. Donc moi, sur le point des pratiques, j'ai aussi des doutes sur cette centration, cette recentration à nouveau sur des dimensions personnologiques alors que psychologiques, j'ai envie de dire, et qui tendent à faire oublier l'importance des réflexions sur le travail, sur la qualité du travail et sur les contextes organisationnels. Toujours sur la question des pratiques, je voudrais revenir sur cette confusion quand même assez fréquente entre transversalité et transférabilité. Je trouve que s'il y a un concept intéressant, c'est bien celui de transférabilité, et je trouve que c'est là-dessus qu'on devrait peut-être passer plus d'énergie, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que puisque c'est transversal, c'est transférable. Et là aussi, ça me semble éminemment faux, parce que justement, la transférabilité, elle prend en compte nécessairement les dimensions contextuelles et organisationnelles. Et donc ça permet justement de réintroduire le fait qu'il ne suffit pas d'avoir fait des choses pour qu'on sache les refaire dans des contextes différents. Et du coup, ça pose la question, mais alors, que faut-il faire pour qu'il y ait transférabilité? Et ça, moi, c'est mes sujets vraiment de recherche aujourd'hui, parce que ça me semble mobiliser à la fois bien sûr des dimensions organisationnelles, mais aussi la question des individus là-dedans. Et pourquoi est-ce que je plaide aussi pour qu'on s'occupe plus de transférabilité que de transversalité? C'est que je pense que la transversalité, le fait de dire il y a des compétences transversales, nous allons les repérer, les nommer, les travailler avec les individus, les catégoriser, faire des listes, des référentiels, et puis pourquoi pas ensuite des certifications, etc. C'est une logique que je trouve une logique de stock, une logique où on posséderait ces fameuses compétences, on les aurait ou on les aurait pas. Et puis voilà, alors qu'il me semble que la question de la transférabilité est nécessairement une logique de processus, nécessairement une logique de flux, nécessairement une logique de comment je mobilise, comment cette mobilisation elle se fait nécessairement dans le temps et avec des facteurs qui ne tiennent pas du tout que à moi. Là-dessus, je vous renvoie à un merveilleux bouquin qui est celui de Ray, qui est loin d'être nouveau, et qui avait beaucoup travaillé cette question-là. Je crois que ça s'appelait Les compétences transversales en question, édition ESF, un petit bijou, et où il expliquait en particulier que le ressort, finalement, de la transférabilité, c'est l'intention de transférer. Et du coup, ce déplacement sur l'intention, sur comment on fabrique une intention transférée, comment l'organisation permet qu'il y ait cette intention transférée, parce qu'elle met en visibilité ce que donnera, ce que produira, ce que permettra cette transférabilité, mais comment aussi l'individu met de lui-même à la fois son expérience, à la fois sa clairvoyance, à la fois des démarches de réflexivité, et que oui, tout ça ensemble fabrique in fine de la transférabilité, du transfert en situation de travail. Voilà, donc moi je trouve ces courants-là, vous voyez, beaucoup plus riches, beaucoup plus stimulants et beaucoup plus articulés à ce qu'était la notion même de compétence
que le fait de dire qu'il y aurait des compétences transversales qu'on pourrait poser comme ça de manière un peu générique, générale. Le troisième point, le troisième type de question que je me suis posée, finalement, c'est de m'interroger sur les raisons ou les conséquences d'un tel retour sur ce thème des compétences transversales. Parce que c'est pas nouveau, on a parlé de ça depuis toujours, hein, dès qu'on a commencé à parler des compétences, on s'est demandé s'il existait des compétences transversales. À l'époque, on disait que, par exemple, la capacité d'analyse et de synthèse étaient des compétences transversales, on parlait de parler en public, on parlait de qualité de la relation, on parlait de charisme, on parlait de tout. Et puis, bon, il y a quand même eu toute une période où ces thèmes-là sont un peu moins traités. C'est devenu moins central dans les pratiques, toujours ce que je connais, dans les entreprises, etc. Et donc, forcément, je m'interroge sur pourquoi ce retour, et puis surtout, qui du coup n'est plus pensé peut-être. Alors, j'ai beaucoup parlé du travail, parce que moi, pour moi, le risque, c'est qu'effectivement, dans cette histoire-là, on ne parle plus du travail, de l'activité elle-même, on en parle moins, on soit moins en train de les comprendre, ce qui fait activité. Ça, c'est évidemment la première chose. Puis la deuxième chose, je voudrais faire un petit couplet très ringard, je suis désolée, mais j'ai quand même envie de le faire en réfléchissant à ce sujet-là. Je trouve que la notion de compétence transversale est quelque chose qui nous amène à penser hors catégorie socioculturelle. Alors je sais que Bourdieu est mort, qu'il ne faut plus en parler, que les classes sociales c'est fini, et Dubé l'a très bien expliqué dans un de ses derniers bouquins absolument passionnant, Passion faible, je vous recommande, formidable. Mais néanmoins, ne jetons peut-être pas le bébé avec l'eau du bain. Ces compétences transversales, quand vous les regardez, elles ont quand même quelques relents de normes socioculturelles. Elles sont quand même marquées par des contextes éducatifs, par des contextes sociaux. Tout n'est pas neutre. On ne peut pas bâtir des catégories de compétences en considérant que ce sont des objets hors contexte sociopolitique. Quand on parle de curiosité, quand on parle d'empathie, quand on parle de confiance en soi, quand on parle c'est pas neutre, c'est pas quelque chose qui existe comme ça. Donc, comment est-ce que nous, dans nos réflexions, on remobilise ça en disant est-ce qu'on est simplement en train de parler de normes sociales et qu'est-ce que ça signifie, comment du coup on s'en saisit, comment la psychologie sociale nous a appris aussi à raisonner pour passer des comportements aux normes, et pour se demander à chaque fois si un comportement est un comportement ou une norme et qu'est-ce que ça a comme sens. Interroger ce qu'aujourd'hui, ce type de discours fait circuler aussi dans les entreprises sur on les a ou on les a pas, ces compétences transversales, et c'est lesquelles, et où est-ce qu'on les a acquises, et comment est-ce que si on les a pas, on peut ou pas les acquérir, mais est-ce qu'une acquisition à 40 ans de ce type de choses a le même sens que quelqu'un qui arrive à 18 ans avec, etc. C'est-à-dire que je trouve que cet objet n'est pas neutre. Il n'est pas neutre idéologiquement, il n'est pas neutre politiquement, il n'est pas neutre dans ce qu'il véhicule, et c'est pas nouveau, mais j'avais envie de le redire ici, et encore une fois, c'est pas en parlant de soft skills qu'on a mis la poussière sous le tapis. Ça me semble important d'avoir aussi cette réflexion sur ces aspects-là, tout ça à un moment où l'emploi change, les emplois changent, où l'accès à l'emploi change, où la transformation du travail, la transformation des formes d'organisation du travail, nécessairement va aussi amener un certain nombre de discriminations, un certain nombre de gens qui vont être éjectés de ces univers professionnels qui sont en train de bouger très vite. Donc, c'est pas neutre. Ce dont on parle à ce moment-là n'est pas neutre par rapport à ces transformations et par rapport à l'adéquation attendue dans les entreprises entre un certain nombre de comportements et un certain nombre de manières d'aborder l'activité professionnelle. Donc du coup, moi aujourd'hui, il me semble au contraire très très important de rappeler que les
ça s'acquiert dans le travail, dans l'activité et dans la capacité qu'on peut avoir de se mettre en distance par rapport à cette activité. Je pense qu'on a toujours aujourd'hui un élan de travail à faire pour accompagner cette mise à distance, accompagner cette prise de recul, accompagner cette... c'est ma conclusion. Accompagner les individus pour leur expliquer que être curieux, ça ne veut rien dire, mais que être curieux face à cette situation, dans ce contexte-là, oui, ça se travaille, ça se comprend, ça s'analyse, ça se... Voilà. Que prendre la parole en public en soi n'a aucun sens, et que voilà, que j'ai le droit de savoir le faire dans ce contexte et pas dans cet autre contexte, et que c'est pas pour ça que je n'ai pas de compétences, etc. Donc, cet accompagnement-là, moi, me semble donner des clés aux gens pour se mettre à distance de ces discours gestionnaires qu'ils subissent, hein, parce que finalement c'est aussi des outils de catégorisation, c'est aussi des outils de sélection. Donc comment est-ce qu'on leur donne les moyens de penser ça et d'être finalement dans la bonne distance, je dirais, par rapport à tout ça. Et puis je terminerai en disant que, en même temps, évidemment, ce dont on parle, ces deux numéros, est quelque chose, enfin on voit bien qu'il y a eu autant de production, c'est un énorme sujet. Et moi j'ai envie de vous poser les questions dans l'autre sens, c'est-à-dire de quoi les compétences transversales est-il le nom? Et je suis sûre que ce n'est pas des compétences transversales. Donc c'est quoi ce truc-là qu'on a nommé là comme ça? Moi je trouve que ce n'est pas la bonne façon de le nommer. C'est quoi? De quoi est-ce le nom? Qu'est-ce qui nous échappe et qu'on essaye de comprendre? De quoi s'agit-il? Et voilà, et je pense que vous avez une belle journée pour répondre à ce genre de questions, et je serais ravie d'avoir la réponse. Merci beaucoup. On peut partir. C'est ça, Bon, on est d'accord à toutes ces interpellations, mais peut-être 5 minutes de questions. Comment? Si tu as le temps de... Son prénom. Son prénom. Sandra. Emma.